L'engouement autour de la série sud-coréenne Squid Game, en français le jeu du calamar, n'est plus à démontrer tant son succès mondial très rapide a conquis les consciences. Ce succès s'inscrit d'ailleurs dans une lignée de films sud-coréens non moins connus, comme ceux de Park Chan-wook, réalisateur de Old Boy, Stalker ou encore Mademoiselle. Et de Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite, Palme d'Or en 2019 et Oscar du meilleur film l'année suivante. De ces succès émergent des thèmes communs, en particulier celui de la condition sociale et du rapport entre individus, classe sociale et société. À une période d'apogée du système capitaliste et de son fonctionnement, dirons-nous, consumériste et financier, la dette faisant partie de l'équation, des auteurs s'emparent de ces sujets pour aborder les limites du système et la paupérisation qu'elle engendre. À l'échelle mondiale, nous voyons bien que ce XXIe siècle est bel et bien ancré pour cette hégémonie. En effet, d'autres séries comme La Casa de Papel sont une résonance aux crises économiques des dettes bancaires, ou encore plus récemment l'excellente série américaine Made, qui aborde plusieurs problématiques, dont celle de l'intégration difficile dans ce que l'on appelle l'emploi et la survie de cette mère et de sa fille à travers une société américaine du self-made man qui n'a plus de sens de nos jours. Squid Game est donc une série dont la première saison comporte 9 épisodes. Elle met en scène des personnages endettés dont le principal, Song Joon-hoon, qui décide de participer à un jeu pour espérer gagner plus de 30 millions d'euros. Pour cela, les joueurs devront s'affronter dans des jeux mortels, le dernier restant remportant le gain. Le concept n'est pas nouveau, il fait clairement penser à Battle Royale, Alice in Borderland ou encore Hunger Games. Nous voyons bien l'émergence et l'influence des dystopies modernes de ce début du XXIe siècle qui, une nouvelle fois, ont quelque chose à nous montrer de nos sociétés et de leurs limites. Squid Game a toutefois une différence majeure, qui est que les personnages non seulement choisissent de participer au jeu, mais peuvent l'interrompre si la majorité démocratique le décide. Tout l'intérêt de Squid Game apparaît sur cette question, celle du consentement. Quand choisissons-nous ? Est-ce un choix déguisé en contrainte ou libre arbitre absolu ? Sommes-nous seuls responsables de notre destin ? Ces problématiques sont aussi anciennes que la philosophie elle-même. Dès la philosophie antique et les stoïciens, l'univers, le cosmos, serait régi par les causes déterminantes qui créeraient des événements déterminés par des lois naturelles. Le libre arbitre, ou plutôt libre arbitre de la volonté selon l'expression originelle, est un concept remontant à saint Augustin et à la scolastique, afin de mettre en avant la responsabilité de l'homme dans des actions morales choisies entre le bien et le mal. De ce libre arbitre dépend la liberté de l'humain. D'où vient que nous agissons mal ? Si je ne me trompe, l'argumentation a montré que nous agissons ainsi par le libre arbitre de la volonté. Mais ce libre arbitre, auquel nous devons notre faculté de pécher, nous en sommes convaincus. Je me demande si celui qui nous a créés a bien fait de nous le donner. Il semble en effet que nous n'aurions pas été exposés à pécher si nous en avions été privés, et il est à craindre que, de cette façon, Dieu aussi passe pour l'auteur de nos mauvaises actions. Cependant, des philosophes comme Spinoza bouleversent l'ordre moderne en affirmant que ce libre arbitre n'est qu'illusoire. Les hommes se trompent quand ils se croient libres. Cette opinion consiste en cela qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Les décisions ne seraient ainsi pas du simple ressort d'une libre volonté, bien au contraire. Elles pourraient même s'exercer en dépit de l'intérêt de l'individu au regard de cette liberté qui deviendrait donc conditionnée. Les premiers épisodes de la série se concentrent sur l'environnement de Sing Joon-hoon, sur sa condition qui le pousse à entrer dans le jeu pour éponger ses dettes. Le réalisateur insiste sur ces conditions déterminantes qui impliquent que le consentement dans nos sociétés n'est pas le simple fait d'une pleine liberté individuelle. Il peut être façonné par plusieurs éléments, dont la société elle-même. Les participants du jeu échappent à cette société, à leur réalité,
pour atterrir dans un semblant de micro-société au fonctionnement tragiquement simple. Leur identité est effacée et relayée à un numéro. Ils décident à la majorité de quitter le jeu suite à la première épreuve. Mais la mécanique du jeu par essence, c'est l'addiction et l'appât du gain. Retourner dans leur vie d'avant, c'est d'ores et déjà mourir symboliquement, une mort lente. Tandis que le jeu, malgré son amoralité, leur donne cette illusion fantasmée de se sauver de cet enfer. L'un des premiers facteurs d'enrôlement semble de forger le consentement d'un individu, malgré lui, et de le faire accepter et participer activement par lui-même à tout, y compris l'inacceptable. Car après tout, Squid Game est un récit survivaliste, qui interroge les rouages pernicieux d'une société qui fabrique du consentement d'une part, selon le bon terme de Noam Chomsky, puis et surtout des individus en proie à leur endettement. Qu'importe la condition sociale des participants au jeu, leur point commun est de se trouver en situation d'endettement. Leur vie semble donc toute tracée, remboursée ou mourir socialement. Seng Joon-hoon vit avec sa mère suite à sa rupture avec la mère de sa fille. Il voit cette dernière de temps en temps. Il est l'archétype du personnage qui subit sa condition. Pour l'anniversaire de sa fille, il lui promet de manger dans un bon restaurant, mais ce dernier ne le peut financièrement parlant. Il joue au jeu hippique pour espérer gagner de l'argent qu'il devra rembourser à ses créanciers. L'engrenage de sa vie est très caractéristique. L'approche du réalisateur sud-coréen est donc celle intimiste du personnage dans un premier temps, puis son environnement social dans un second temps, élément nécessaire pour comprendre les enjeux et la critique sous-jacente qui en découle. Ce clivage est présent par la séparation stricte des deux univers, la réalité, la société et cette île fantastique coupée du monde, un microcosme expérimental. Cette dichotomie se poursuit une nouvelle fois à travers les personnages, en particulier les deux amis d'enfance, Ji-hoon et Sang-woo, que tout oppose. L'un a réussi scolairement, il a fait une grande université, un parcours en études de finance. L'autre aura un parcours très différent, sera chauffeur. Cette différence se poursuit dans les épreuves dans lesquelles le premier utilisera son intelligence pour anticiper, comme dans l'épreuve des biscuits. L'île représente en quelque sorte une allégorie du bannissement, paramétrée par un ensemble de jeux aux règles faussement démocratiques. Pire, cette île est la représentation de l'anéantissement des endettés, une épuration des pauvres, comme la fin de la saison nous le fera entrevoir plus précisément. Les joueurs sont donc enfermés dans une grande salle de vie qui sert de dortoir, lieu de rassemblement et également lieu de scission et manipulation. Ils sont divisés en groupes de survie et de jeu. C'est un peu le darwinisme vu sous son versant radical, entre disparité physique et intellectuelle. Puis, sous son versant, cette fois-ci de l'entraide, lorsque les équipes se créent. La série plante ainsi un décor qui n'est pas neutre, entre une réalité étouffante et un décor fictionnel cruel. L'image du jeu est sans doute la moins mauvaise pour évoquer les choses sociales. Le jeu est une allégorie de l'enfermement et d'une libération illusoire. Ces jeux d'enfance sont un détournement de l'imaginaire vers une finitude morbide. La condition est le noyau dur de ce système partagé entre les endettés et les VIP. Cette vision de classe implique des rapports de force qui sont traités par le réalisateur comme des rapports de classe, entre riches dominants, cachés, masqués, immoraux, sadiques, jouissant d'un spectacle poussé à son extrême. Une société du divertissement dont les traits grossis font penser à une déliquescence du tout et de tout, à un nihilisme généralisé par le voyeurisme et le jeu. D'une façon générale, il faut retenir que le fondement de toute domination, donc de toute docilité, est une croyance au prestige du ou des gouvernants. Squid Game aborde ainsi des thèmes sociaux majeurs qui parcourent les sociétés depuis 2 siècles maintenant,
qui vont de la notion de consentement au déterminisme social. Le piège se referme d'ailleurs sur les personnages, qui croient que leur seul échappatoire reste la victoire, et donc le gain final promis au vainqueur. L'argent serait la condition de leur liberté au détriment de la morale, de l'éthique. Ainsi, le réalisateur sud-coréen apporte une vision nuancée de ces notions en exprimant la liberté relative de tout choix individuel, voire collectif. Le conditionnement aux règles et enjeux est quasi total, voire totalitaire dans cette perspective. Les joueurs sont des pions qui devront sombrer quoi qu'il arrive. Le point commun de l'ensemble des personnages ou joueurs de cette série est leur situation financière qui est dégradée par l'endettement de chacun. Seul l'argent pourrait les sauver, ironie du sort. Leur condition sociale semble également un indice majeur, même si elle n'est pas, bien évidemment, l'unique cause. La violence dans la société peut être multiple, légitimée ou non, frontale ou symbolique. Ici, elle est les deux. La violence presque gore qui nous est montrée interroge notre rapport à l'éthique d'une part, puis d'autre part à la mort comme suppression-élimination dans un monde en concurrence permanente. Tout l'intérêt de mettre en scène des jeux par ailleurs. Cette frontière est bien visible par une sorte de fantastique qui vient bouleverser la vie des protagonistes. Le passage d'un univers à l'autre se fait par un jeu d'humiliation dans lequel la victoire en vérité ne compte pas. Seule la résilience et l'acceptation de l'humiliation sont testées. Dans l'univers de jeu, les individualités de l'autre frontière, la société, sont effacées au profit de numéros chronologiques aux joueurs entrés. Tout semble paramétré. Les gardiens sont munis de costumes rouges, armés et masqués avec des symboles géométriques correspondant à une hiérarchie et un rôle spécifique. Les dortoirs ainsi que les cabines sont identiques. Même si l'ensemble de ces personnages semble loger à la même enseigne, les disparités se retrouvent à travers la violence, en particulier Yang Dong-soo, le protagoniste du symbole de la force violente qui tue sans vergogne et use sa position pour manipuler et terroriser. La tuerie qu'il met en place dans le dortoir est une métaphore de cette violence humaine désinhibée. Le jeu étend ses limites en dehors des parcours pour enrôler les joueurs dans une tuerie volontaire. C'est une expérimentation sociale dans laquelle les humains sont à la fois mis en position de suicide et de tueur, en fonction des épreuves qu'ils feront. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine la conscience des hommes. Squid Game s'intéresse à la société dans son système et dans le rapport entre système et individu, et analyse avec pessimisme, mais pragmaticité, les conséquences sur la vie de ceux-ci. Les réalisateurs sud-coréens traitent d'ailleurs ces thèmes selon cette paupérisation des sociétés capitalistes de consommation. Ils ont ainsi une approche qui est en vérité celle du marxisme critiquant les rapports de classe, entre domination, exploitation et les effets systémiques d'une société centralisée autour de l'argent. Les VIP sont les agents métaphoriques de cette lutte de classe au trait grossi. Ils jouent sur la mort des joueurs paupérisés et placent leurs conditions comme la domination suprême. L'argent, c'est la liberté monnayée. En tant que spectateurs, nous assistons de façon malsaine à une boucherie régie par des règles dénuées de toute quintessence spirituelle, donc morale. C'est un miroir, celui de la société, qui se reflète pour les personnages et amplifié par l'enjeu d'une survie mortelle. La société sud-coréenne a connu beaucoup de bouleversements politiques depuis le XXe siècle, entre régime de tutelle et autoritaire, et émergence d'une république qui viendra se calquer sur la culture occidentale et américaine. Ce changement de paradigme provoque des conséquences sur le plan individuel.
Ces causes, entre autres, sont à chercher autour d'une prophétie annoncée dès les débuts du XXe siècle. La massification implique la diffusion d'une idéologie constante et par tout moyen. George Orwell l'avait compris, succédant à Aldous Huxley. Le consentement s'établit d'abord par le contrôle des individus de la société par n'importe quel moyen. Les écrans sont aujourd'hui légion. Quand Orwell écrit 1984 et décrit une société de surveillance par les écrans, par la censure, ou plutôt l'autocensure, nous voyons déjà les mécaniques de fabrication du consentement et de compromission par le voyeurisme du pouvoir. Les masses ne se révoltent jamais de leur propre mouvement, et elles ne se révoltent jamais par le seul fait qu'elles soient opprimées. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas d'éléments de comparaison, elles ne se rendent jamais compte qu'elles sont opprimées. Les joueurs sont observés en permanence, donc contrôlés. L'avant-dernière épreuve, celle des dalles en verre, est l'apogée. En effet, les VIP masqués, cachés, déplacent les pions représentant les joueurs sur l'échiquier du jeu. En réalité, c'est une arène qui est figurée dans la série. Elle met en scène des joueurs en concurrence et des observateurs instigateurs. Squid Game transcende la morale dans une société qui n'en a plus. Le jeu est un révélateur des limites présentes. Il interroge le rapport à la violence, au suicide et à la survie conditionnée par une machination qui n'est révélée qu'à la toute fin. Ji-hoon finit gagnant du jeu. Le dernier jeu, le jeu du calamar, le voit affronter son ami d'enfance. Ils finissent dans un combat mortel, gagnant malgré lui. Il remporte les 32 millions d'euros promis au vainqueur. Cela ne changera pas sa vie car elle a été bouleversée par son expérience. Elle n'en est pas plus heureuse. Sa mère meurt. Il est plus que jamais seul avec ses questions. Il veut des réponses et finit par les trouver. La machination se révèle. Le joueur 001 n'est en fait pas mort durant les jeux. C'était un instigateur déguisé, dont la perversité l'a même conduit à participer. Il est mourant et lui fait des révélations. La machination est sociale. Elle met en concurrence des individus en situation de précarité financière. Le gagnant aura gagné sa place dans la société. Les autres sont éliminés. Cette critique de la méritocratie moderne conclut la saison en conte illusoire et désenchantement total. Au final, Squid Game participe de cette fascination moderne, quasi voyeuriste, pour des jeux aux allures de dystopie. Ils sont les lieux des défouloirs, le miroir d'une société violente et violentée par un système déshumanisant. Face à ce mouvement, ce sont les enjeux sociaux qui réapparaissent, et avec des rapports sociaux très clivés. L'émergence de ces fictions conceptuelles indique une fois encore la nécessité de s'interroger sur les valeurs, face à un nihilisme généralisé, dont les origines sont à chercher au cœur même du système. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en aimant les vidéos, ou en postant éventuellement des commentaires. Vous trouverez aussi en description le lien Tipeee. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.